vraiment, vraiment excitée que le colloque commence. Puis très, très excitée par notre premier bloc, en fait, qu'on a le plaisir là, de recevoir des représentants du ministère provincial et du ministère là, fédéral. Donc, on va commencer au niveau provincial. Je vais vous laisser là, vous présenter de long en large si vous le souhaitez, mais une présentation à trois, donc avec Alexandre Paré, qui est, si je me souviens bien, directeur de l'encadrement réseau au ministère de la Famille, Myriam Lassonde, qui est conseillère stratégique là, évidemment au ministère de la Famille également, et Marie-Ève Martel, qui est conseillère au programme au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, merci vraiment beaucoup de prendre le temps de nous mettre la table pour notre journée. Puis la parole est à vous. Merci beaucoup, Audrey-Jeanne. Myriam, je vais te laisser partager la présentation dans un premier temps. Ce ne sera pas très long. Ça fonctionnait tantôt. Share. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Juste bouger. C'est bon, là. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais juste m'assurer de voir tout ce que j'ai à voir. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour parler de l'inclusion des enfants présentant des besoins de soutien particuliers dans les services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Donc, merci pour la présentation, Audrey-Anne. Je n'irai pas plus loin que ça là, au niveau des présentations et des rôles de chacun. Question qu'on mette le temps là, sur le contenu, puis qu'on ne vous retarde pas dans l'horaire bien chargé aujourd'hui du colloque. Donc, si je vous fais un petit plan de la présentation qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Il ne sera pas long, 2 secondes. Je n'avais pas l'air de... OK, voilà. Excusez-moi. Voilà. OK, on va l'avoir. Il n'y a pas de problème, c'est les joies de la technologie puis d'être les premiers en plus ce matin. Donc, on défriche. On va parler de la définition de la notion d'enfant présentant des besoins de soutien particuliers. Ça peut paraître un peu trivial à prime abord, là, mais je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Le rôle des services de garde qui peuvent concerner plus particulièrement ces enfants-là. Une mesure qui est quand même importante qui a été mise en place il y a 2 ans maintenant, là, le dossier éducatif de l'enfant et le soutien à la détection là, qui peut en découler. Les mesures actuelles du ministère en soutien à l'intégration des enfants, donc des mesures d'aide financière généralement. Les engagements du grand chantier pour les familles qui ont été pris par le ministère, donc, et les travaux en cours. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours actuellement. Et on va compléter avec le programme Agirto du ministère de la Santé et des Services sociaux, et puis les arrimages à prévoir là, entre nos réseaux des services de garde et les réseaux de la santé et des services sociaux. Donc, même si c'est une expression qui apparaît dans divers textes juridiques et administratifs du ministère, c'est juste très récemment là, que le ministère s'est doté d'une définition pour les enfants présentant des besoins de soutien particuliers. Donc, on avait une définition pour les enfants handicapés, bien évidemment. On a beaucoup de mesures qui sont tournées vers ça. Les enfants présentant des besoins de soutien particulier apparaissent à diverses places, mais n'avaient jamais été définis en tant que tels. Donc, la définition qui a été retenue tourne autour de l'enfant pour qui la réponse aux besoins pour assurer son intégration et sa participation sociale en service de garde requiert des interventions éducatives adaptées ou des ressources additionnelles. Donc, les besoins peuvent être continus, donc perdurer dans le temps, mais parfois aussi ponctuels. Des événements dans l'environnement de l'enfant qui vont venir, qui vont amener ces besoins particuliers-là, qui vont être plus passagers parfois. Donc, ces besoins-là peuvent découler de caractéristiques individuelles de l'enfant en tant que tel. Donc, il a un retard de développement, des troubles du comportement ou d'adaptation, par exemple, ou de désavantages qui sont liés à son environnement. Donc, il vit dans un contexte de précarité socio-économique, dans une famille monoparentale, dans un contexte familial où il y a de la violence ou de la négligence. Donc, des éléments qui l'entourent et qui viennent créer des besoins de soutien particulier de son côté. Il peut aussi découler de l'interaction entre les deux, bien évidemment.
Donc, on s'est doté d'une définition qui est assez large et englobante, là, comme vous voyez, qui inclut à la fois les enfants handicapés, oui, mais qui en débordent grandement, les enfants qui vivent dans des contextes davantage de défavorisation ou les enfants qui présentent une vulnérabilité là, sur le plan développemental ou environnemental. Évidemment, en embrassant aussi large, on peut comprendre qu'il y a plusieurs enfants présentant des besoins de soutien particuliers qui fréquentent les services de garde du Québec. On aborde ici là, quelques-uns des rôles des services de garde qui peuvent toucher de plus près ces enfants-là. Donc, les services de garde appliquent évidemment un programme éducatif, puis le processus de l'intervention éducative. Donc, un processus qui est tourné sur l'observation, la planification, l'évaluation, la rétroaction, qui est un cycle qui recommence sans cesse. Les services de garde, sont des observateurs de premier plan du développement des enfants qu'ils accueillent. Ils assurent une intervention qui est adaptée pour soutenir le développement global et aussi, ils ont un rôle de, pas de dépistage, on n'est pas dans un domaine médical, pas du tout, mais ils ont un rôle de détection des difficultés rencontrées par les enfants. Le cas échéant, là, tous les enfants n'en rencontrent pas, bien évidemment. Les services de garde favorisent aussi l'intégration des enfants, puis soutiennent leur développement, leur adaptation, puis leur participation sociale, notamment par l'élaboration d'un plan d'intégration pour les enfants qui ont des besoins plus grands, des enfants handicapés, par exemple. Ce rôle-là des services de garde se traduit notamment dans le dossier éducatif de l'enfant. Donc, le dossier éducatif de l'enfant est obligatoire pour tous les enfants dans tous les types de services de garde, donc autant en milieu familial, garderie ou centre de la petite enfance, est obligatoire depuis 2 ans, donc depuis mai 2021. Alors, le dossier vise à favoriser la communication avec le parent, puis à faciliter les transitions de l'enfant, notamment celles vers l'école, mais il vise aussi à soutenir la détection précoce des vulnérabilités développementales de certains enfants, puis assurer une intervention adaptée à leurs besoins. Donc, tous les services de garde doivent produire 2 fois par année un portrait périodique du développement de chaque enfant. C'est une façon de formaliser l'observation, d'apprécier l'état de développement de l'enfant dans chacun des domaines, physique et moteur, social et affectif, langagier puis cognitif, et puis d'ajuster les interventions puis de mettre en place les mesures requises. Au besoin, le dossier éducatif facilite aussi le référencement vers des ressources spécialisées. Par ailleurs, le ministère rend disponible des mesures d'aide financière aux services de garde pour assurer l'intégration des enfants handicapés qui présentent des besoins plus importants. Sans ce soutien financier-là, les services de garde ne seraient pas en mesure d'accueillir et d'assurer une intégration réussie pour autant d'enfants. Donc, 2 mesures sont actuellement en place pour les services de garde subventionnés. Il s'agit de l'allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé en service de garde, donc l'AIEH de son petit nom, qui est octroyée pour faciliter l'intégration de l'enfant qui a une déficience, qui entraîne une incapacité significative et persistante et qui est sujet à rencontrer des obstacles dans sa démarche d'intégration. Concrètement, là, cette allocation-là permet la mise en œuvre d'un plan d'intégration pour l'enfant visé. Je vais diminuer les petites bulles du chat qui me cachent ma diapo, désolé. Autre mesure d'aide financière, la mesure exceptionnelle de soutien pour l'intégration des enfants qui ont d'importants besoins, donc l'AMES, qui vise à couvrir en tout ou en partie la rémunération des heures d'accompagnement nécessaires à l'intégration des enfants handicapés ayant d'importants besoins. Donc, pour la mesure exceptionnelle de soutien, c'est de la rémunération pour de l'accompagnement 1 à 1 qui est requis, des fois pour la journée en entier, des fois pour une partie de la journée ou pour des moments précis de la journée, pour assurer le fonctionnement de l'enfant puis le bon déroulement des activités du groupe dans le service de garde. Donc, je prends le relais.
Le ministère soutient aussi les services de garde qui accueillent des enfants qui proviennent de milieux défavorisés. Il y a deux types d'allocations, en fait, deux types de mesures distinctes. Une qui s'adresse aux parents qui sont prestataires d'une aide financière de dernier recours ou du programme Objectif Emploi qui est offert par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, ça permet à ces parents-là d'accéder gratuitement à une place en service de garde subventionné. Ils n'ont pas à payer la contribution de 8,85 $, la contribution parentale de 8,85 $ par jour. Ça facilite l'accès pour ces enfants-là à un service de garde. Puis pour les services de garde subventionnés qui accueillent une certaine proportion des enfants pour lesquels les parents ont accès à l'exemption de la contribution parentale, il y a une allocation aussi qui est allouée pour leur permettre de mettre en place les mesures nécessaires pour accompagner ces enfants-là qui ont parfois des besoins un peu plus importants que d'autres enfants. Il y a aussi le programme de réservation de place pour les enfants en situation de vulnérabilité. Donc, le ministère de la Famille alloue en fait, il paye pour les places qui sont réservées par un service de garde, qui peuvent aller jusqu'à 5 % des places et qui ne sont pas occupées, pour permettre un accès rapide à des enfants qui auraient été identifiés par le réseau de la santé et des services sociaux comme ayant un besoin d'intégrer un service de garde rapidement, que ce soit pour des raisons personnelles, par exemple un retard de développement, ou pour des raisons qui relèvent plus de vulnérabilité familiale. On en parlait un petit peu plus tôt, là, des enfants qui sont à risque de négligence, qui vivent dans un contexte de violence parentale ou conjugale ou avec des parents qui ont des troubles de santé mentale, par exemple. Ce programme-là prévoit aussi qu'il y a un soutien du réseau de la santé et des services sociaux, donc qui accompagne l'enfant dans son intégration, qui assiste le personnel du service de garde pour favoriser une intégration harmonieuse de l'enfant dans le service de garde. Dans le cadre du grand chantier pour les familles qui a été lancé en 2021, le ministère de la Famille a pris des engagements pour favoriser l'égalité des chances de tous les enfants, ce qui inclut l'intégration des enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers. Il y a plusieurs mesures qui sont prévues, des travaux en cours pour la plupart. D'abord, il y avait la priorisation de l'accès aux services de garde pour les enfants qui vivent en contexte de précarité socio-économique, donc il y a des modifications législatives qui ont été apportées, qui vont amener une obligation de prioriser ces enfants-là sur la base de certains critères. Il y a aussi des modifications législatives qui ont été apportées pour favoriser l'accès des enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers, puis amener les services de garde aussi à anticiper les mesures qui doivent être mises en place pour favoriser l'intégration de ces enfants-là. Donc, avec la mise en place du nouveau guichet unique à venir, qui va constituer une véritable liste d'attente, les services de garde vont pouvoir identifier d'avance les enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers, puis identifier les mesures qui doivent être mises en place pour favoriser leur intégration avant même que cet enfant-là intègre le service de garde. Il a aussi été prévu de réviser et d'optimiser l'AIEH et la MES, donc les programmes de soutien financier qui s'adressent plus aux enfants handicapés. Et en complémentarité, d'identifier aussi d'évaluer en fait les ressources qui seraient nécessaires pour les services de garde qui intègrent des enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers, mais qui ne sont pas nécessairement handicapés. Donc actuellement, les mesures de soutien financier sont vraiment ciblés sur les enfants handicapés, mais on sait que les services de garde peuvent rencontrer des besoins pour les enfants qui n'ont pas ce statut-là, mais qui présentent quand même des besoins additionnels. Actuellement, on est en révision du programme de réservation de places, donc le programme qui permet de réserver jusqu'à 5 % de places pour accueillir rapidement un enfant. Je pense qu'on a perdu Myriam. Hein? C'est d'assurer une adéquation entre les besoins de la santé et des services sociaux pour l'intégration de ces enfants-là. Est-ce que Myriam, on t'a échappé quelques secondes. Tu pourrais recommencer à poursuivre le déploiement du dossier éducatif. Là, on t'a gelé là, à partir de là. OK, parfait. Donc, sur la poursuite du déploiement du dossier éducatif de l'enfant, il y a des travaux qui sont en cours pour éventuellement
déployer des grilles de surveillance du développement de l'enfant qui vont pouvoir permettre au service de garde d'aller un petit peu plus loin dans la détection des enfants qui présentent certaines difficultés persistantes, puis de favoriser le référencement aussi vers le réseau de la santé des services sociaux là, pour les enfants pour lesquels on a identifié qu'ils rencontrent des vulnérabilités particulières. Puis, à cet égard-là, le ministère s'est aussi engagé à conclure une entente de collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, l'objectif de cette entente-là, c'est vraiment de renforcer la collaboration entre les services de garde et le réseau de la santé et des services sociaux pour assurer une meilleure prévention, promotion dans les services de garde, une plus grande facilité aussi pour les services de garde de détecter les difficultés puis éventuellement de soutenir l'intervention auprès des enfants qui présentent des vulnérabilités. Donc, les objectifs de l'entente s'appuient sur une consultation qui a été menée auprès des services de garde puis du réseau de la santé des services sociaux qui a permis de déterminer que pour assurer une collaboration efficace entre les deux réseaux, il fallait d'abord que les rôles soient bien définis, les rôles de chacun, que les services qui sont offerts dans le réseau de la santé soient bien connus aussi, qu'il y ait une personne ressource qui soit identifiée dans le réseau de la santé des services sociaux à laquelle les services de garde pourraient se référer lorsqu'ils ont des questions pour assurer le suivi d'une intervention qui est faite auprès d'un enfant ou pour un enfant qui aurait été référé. Et aussi l'importance de mettre en place des mécanismes de concertation qui assurent une véritable collaboration puis communication entre le réseau de la santé des services sociaux et les services de garde éducatifs à l'enfance. Cette entente-là va couvrir l'ensemble du continuum de services, donc la prévention, promotion, la détection, le référencement, l'intervention. Puis l'idée, c'est vraiment d'assurer un meilleur soutien du réseau de la santé et des services sociaux à l'égard du personnel éducatif, du personnel éducateur en service de garde pour assurer le développement optimal de tous les enfants. Je vais laisser Marie-Ève poursuivre. Cette entente-là, comme Myriam l'a bien nommé, elle va nous permettre vraiment de mettre aussi en commun nos projets qu'on a chacun de notre côté. Ça va nous permettre de mieux travailler ensemble, de travailler en complémentarité, puis d'influencer aussi nos réseaux respectifs là, pour qu'on puisse poursuivre cette complémentarité-là sur le terrain. Du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a le programme Agirto qui a été déployé en 2019, qui est vraiment un programme phare en petite enfance et qui a une incidence importante, évidemment, là, dans l'inclusion des enfants à besoin de soutien particulier dans les services de garde éducatifs à l'enfance. L'objectif du programme Agirto, c'est d'intervenir dès les premières années de vie de l'enfant, soit lorsque des indices de vulnérabilité sont détectés pour favoriser le développement du plein potentiel de chaque enfant et de prévenir les impacts à plus long terme. L'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle de 2017 a démontré que 27,7% des enfants arrivaient à la maternelle en démontrant des vulnérabilités dans au moins un domaine de développement. Donc, c'est face à cette statistique-là que le programme Agirto a été déployé. Notre objectif, dans le fond, c'est de faire en sorte que les enfants puissent arriver à la maternelle en présentant le moins de vulnérabilité possible dans leur développement. Souvent, on associe le programme Agirto à une plateforme de dépistage. Oui, ça fait partie des moyens du programme Agirto, mais Agirto, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça comporte 3 grands volets. Il y a la surveillance du développement, le dépistage et l'intervention et l'évaluation diagnostique. Quand on parle de surveillance, on pense d'abord à une surveillance continue. Tantôt, Myriam et Alexandre parlaient du rôle des éducatrices en service de garde éducatif à l'enfance de par leur fonction. Ils font une surveillance continue des enfants au quotidien, au day-to-day. Et avec le dossier éducatif de l'enfant, mais c'est une forme de surveillance aussi qu'on fait également. Avec le programme Agirto, on a aussi ajouté un moment de surveillance systématique du développement, soit à la vaccination à 18 mois. À ce moment-là, l'infirmière qui procède à la vaccination va aussi faire un questionnaire de développement de l'enfant pour faire un petit tour pour valider si le développement va bien, pour répondre aux préoccupations des parents également. Fait qu'on a vraiment 2 volets, surveillance continue et surveillance systématique. Pour certains enfants chez qui on a besoin de précision en regard de la nature de leurs besoins, on va faire un dépistage plus ciblé par la plateforme de dépistage qu'on a déployée là, partout à grandeur du Québec. Donc, ça fait partie aussi des volets. Et
pour les enfants dont ils ont des besoins, on va aller vers des services d'intervention précoce. Ces services-là sont offerts là, par les équipes jeunes en difficulté et déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme au sein des 6 CCIUS du Québec. Avec le déploiement du programme Agirto, on a investi 80 millions de dollars qui nous a permis d'embaucher 790 ressources à temps complet pour pouvoir là, bonifier nos équipes d'intervention, pour pouvoir justement là, offrir beaucoup plus de soutien à nos enfants. Au-delà des services qui sont offerts dans le réseau et de la santé et des services sociaux, ce qu'on souhaite dire, c'est que le projet Agirto, c'est un grand projet qui est transversal, qui vise à unir les forces des différents partenaires de la prévention-promotion jusqu'à l'intervention. Donc, Myriam, tu peux changer de diapositive. Ce sera pas long, ça fonctionne pas. C'est correct. Ah, voilà. Donc, en regard de l'inclusion des enfants à besoins de soutien particulier en service de garde éducatif à l'enfance, le programme Agirto permet tout d'abord d'assurer une surveillance plus étroite du développement des enfants en s'appuyant notamment sur l'expertise du personnel éducateur en service de garde éducatif à l'enfance. Le dossier éducatif de l'enfant devient une mine d'or d'informations pour les intervenants de la santé et des services sociaux pour pouvoir justement là, mieux être plus à l'affût du développement de l'enfant. Ça permet aussi d'intervenir plus précocement, soit lorsque des indices de difficulté sont identifiés. Avec Agirto, on veut revoir la façon d'offrir les services dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce qu'on souhaite, c'est que les services soient offerts selon les besoins et non en fonction d'un diagnostic. Donc, c'est vraiment important d'agir en amont, de ne pas attendre qu'un diagnostic soit posé. L'évaluation diagnostique va se faire plus tard. On veut vraiment tout d'abord offrir de l'intervention à l'enfant, voir sa réponse à l'intervention pour pouvoir après préciser son profil. Mais la réponse aux besoins, c'est vraiment notre priorité. On veut offrir des services de proximité, soit des interventions qui vont être offertes dans les milieux de vie de l'enfant, que ce soit à la maison, en service de garde éducatif à l'enfance, pour pouvoir justement avoir un impact plus important et plus direct dans la vie de l'enfant. Avec le programme Agirto aussi, on se dote d'une vision écosystémique où on va impliquer les différents partenaires qui gravitent dans la vie de l'enfant, que ce soit en allant chercher de l'information, en les impliquant dans les interventions. Bref, on veut sortir du travail en silo et on veut vraiment travailler en collaboration avec tous les différents partenaires qui sont importants dans la vie de l'enfant et de la famille. Et ce qu'on souhaite aussi, bien évidemment, c'est de pouvoir mieux accompagner les services de garde éducatif à l'enfance dans l'application d'interventions adaptées aux besoins des enfants, que ce soit de plein de façons qu'on pense à faire du modeling, du rôle conseil, du transfert de connaissances pour pouvoir mieux outiller les intervenants, puis qu'on puisse travailler de façon beaucoup plus complémentaire là, et de bien unir nos deux missions. Donc, Alexandre, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Merci, Marie-Ève. Donc, en résumé, on voit que le gouvernement du Québec met de l'avant diverses mesures qui visent à favoriser l'inclusion en service de garde des enfants présentant des besoins de soutien particuliers. Il y en a qui sont installés depuis longtemps, il y en a qui sont en développement encore aujourd'hui. À cet égard-là, même si beaucoup de chemins ont été parcourus, je pense que tous les gens conviennent que les défis sont encore bien réels. Donc, je pense que c'est en ralliant les forces vives des milieux, en misant sur l'expertise de chacun, puis en renouvelant les pratiques qu'on pourra, ensemble, mieux répondre aux besoins de ces enfants et de leur famille. La présentation conjointe de ce matin entre le ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux témoigne de cette nécessité-là de renforcer les arrimages et puis les partages d'expertise. Je pense que le colloque d'aujourd'hui en est aussi une belle démonstration en mettant en lumière une multitude d'actions, de recherches puis de programmes prometteurs. Je remercie Gabriel et Audrey-Jeanne pour leur initiative. Je vous remercie également d'être là pour votre intérêt. Puis je vous souhaite un colloque très enrichissant sur l'inclusion, sur les milieux de garde inclusifs. Donc, un grand merci. 9h24, on ne voulait pas vous mettre en retard. Je pense qu'on a cadré dans le temps. Un gros merci à vous trois. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, on peut se permettre de prendre 1 ou 2 minutes de retard. Hein, sinon, ce ne serait pas un vrai colloque, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des participants? Puis là, je vous encourage, oui, à lever la main puis à prendre le micro. Donc, Véronique Brouillette.
Bonjour Monsieur Paré, bonjour Madame Lassonde que je connais, puis Madame Martel que je ne connais pas. J'ai toujours des questions, moi. Vous avez parlé, bon, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais vous avez parlé notamment là, du programme éducatif, une grille, peut-être m'en dire un peu plus là-dessus. En fait, ma question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'il y a eu un arrimage avec les départements de technique éducation à l'enfance, notamment sur cette question-là? C'est quelque chose dont on discute aussi beaucoup, qu'il y aurait peut-être des sensibilisations à faire aussi pour donner plus de formation aux futures éducatrices sur les enfants qui présentent des défis particuliers. Oui, bien, en fait, on a parlé de grille, mais on va être plus en projet pilote là, à court terme. Donc, avec le ministère de la Santé, on pourra revenir avec davantage de détails là, au moment des annonces, là, mais l'idée est de déployer dans certaines régions pour tester les choses avant de déployer plus largement puis de rendre les outils disponibles. Là. On veut s'assurer de leur efficacité, on veut s'assurer que aussi, si ces outils-là mènent à un référencement du parent vers le réseau de la santé, et on veut s'assurer que les arrimages sont faits et qu'il y a une réponse au bout du fil aussi lorsqu'on réfère, par exemple, vers le programme Agirto. Donc, on veut peaufiner ces arrimages-là pour se donner des conditions gagnantes au moment où on voudra le déployer à plus grande échelle. Donc, on n'est pas rendu à intégrer ça là, dans la formation initiale, mais on peut penser effectivement que ça pourrait venir bonifier là, la formation, que ça serait bien utile là, pour la formation du futur personnel éducateur. Donc, ce sera sûr, il faudra être patient probablement au début de l'automne prochain là, pour avoir des annonces un peu plus détaillées, là, mais on voulait quand même se commettre là-dessus parce que c'est quand même, ça commence à être assez ficelé pour qu'on puisse quand même aborder la question un petit peu avec vous. Merci d'avoir osé de commettre. Je sais que c'est compliqué des fois dans les aspects politiques. Fait que c'est le fun. Merci beaucoup. Puis je prendrais la question de Béatrice, puis après ça, on va passer à l'autre présentation. Bonjour, merci beaucoup à vous trois. Ça fait super plaisir vraiment d'entendre toutes ces nouvelles-là, puis les enlignements, comme tu viens de le nommer, là, Gabriel, parce que oui, c'est en cours, fait qu'il n'y a rien d'officiel à annoncer techniquement, mais vraiment, je pense que ça va dans le sens de ce que tout le monde souhaite. Je travaille à Montréal avec des intervenantes sur toute l'île de Montréal qui, elles, ont un rôle justement clé, exactement ce dont on parlait avec l'entente ministère de la Famille, Santé et Services sociaux, les intervenantes du programme IEP, Intervention éducative précoce, dont je vous parlerai un peu plus tard tantôt. Elle joue exactement ce rôle-là, à la fois de soutien à l'intégration des enfants pour les places protocoles, bien sûr, mais aussi de soutien plus largement dans le cadre de ce qui est nommé de dépistage, de surveillance et tout ça. Fait que je pense que ça, c'est très heureux d'entendre cet intérêt-là. Puis, j'étais curieuse justement d'entendre peut-être parler un peu plus de ce que vous entendez par processus d'intégration au ministère de la Famille. Tu sais, quand vous parliez du rôle du service de garde, hein, il applique le programme éducatif, le processus d'intégration, l'observation du développement des enfants et tout ça. Fait que juste peut-être vous entendre parler un peu plus de ça. Là, oui, je vais me commettre, là, mais... je voulais pas vous poser une colle! Non, mais je ne l'avais pas vu venir. En fait, ce qu'on vise avant tout au ministère, c'est de s'assurer que les services de garde disposent des ressources nécessaires pour accueillir ces enfants-là, puis pour assurer leur intégration et le maintien en service. Tout ça en permettant le fonctionnement général puis régulier du groupe. Donc, c'est la visée numéro 1. Je pense, vous l'avez nommé là, en introduction, je pense que le défi des prochains mois, des prochaines années, c'est de renforcer les arrimages entre nos divers réseaux, les diverses expertises, etc., donc les divers intervenants, puis de bien définir le rôle de chacun. Donc, l'entente entre le ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux va être un outil là-dedans. Ça ne réglera pas tout, mais il y a cet élément-là. Donc, on n'est pas dans du thérapeutique au niveau des services de garde. Il y a toutes sortes de choses qui se font dans les services de garde là, assez quand même touchées, là, à mon sens, là, qui sont quand même assez...
il y a des interventions d'assez haut niveau qui se font quand même en service de garde. Moi, je suis toujours impressionné d'entendre ça. Il ne faut pas tomber effectivement dans le thérapeutique, la réadaptation. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement de l'enfant et d'assurer son intégration. Donc, on est de ce côté-là. Quand on parle de nos mesures en place, mais c'est des mesures d'aide financière. Donc, ça aboutit dans le service de garde qui, lui, détermine les moyens les plus prometteurs ou requis en fonction de sa situation et de la condition de l'enfant à mettre en place. Puis on tombe autant dans les ressources matérielles que les ressources humaines, là. Donc, on peut jouer dans ces deux volets-là, là, bien évidemment. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à votre question. Je ne veux pas maintenir l'échange comme ça, mais oui, en partie, peut-être que je pourrais chatter plus individuellement, là, puis à ce moment-là, on verra. Puis je voulais juste aussi soulever, est-ce que au ministère, vous avez à l'esprit, les deux ministères, en fait, oui, le rôle des haltes-garderies communautaires dans tout ce processus-là, qui, eux aussi, ce n'est pas un financement du même type du tout que les services de garde. À ce niveau-là, ce n'est pas la même façon de procéder ni les mêmes attentes réglementaires. Mais ils en accueillent une grande proportion d'enfants à besoins particuliers et davantage encore de familles plus isolées, plus vulnérables, parfois hors réseau. Donc, tu sais, quand j'entends les différents enlignements ou définitions juste de l'enfant à besoins particuliers, tu sais, participation sociale en service de garde. Mais moi, je trouverais ça le fun de mettre service de garde éducatif à l'enfance et halte-garderie communautaire parce qu'il y a, dans nos enfants qu'on a vraiment besoin de soutenir, il y en a une bonne proportion qui se retrouve là. Oui, vous avez tout à fait raison. Là, on est dans une définition beaucoup plus tournée vers le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, mais ces enfants-là se retrouvent dans nos réseaux, dans les haltes-garderies communautaires, ailleurs aussi, donc ils ne sont pas toujours dans nos réseaux, mais on est bien au fait de cette situation-là, effectivement. Je vois Myriam qui fait des grands oui, parce que dans la direction des politiques, c'est là qu'on est responsable des organismes communautaires, familles, des haltes-garderies communautaires. On est bien au fait de cette réalité-là, puis des besoins de ce côté-là. Donc, on se penche là-dessus aussi également. On sait que ça ne se passe pas juste en service de garde, puis qu'il faut être capable d'accompagner tous ces enfants-là. Oui, oui, c'est ça. C'est juste dans la définition générale. Si vous allez vers quelque chose de plus officiel, je pense que c'est le fun aussi de les inclure directement. On pourrait l'amener en milieu de garde tout court. On devrait faire une dernière intervention de Marie-Ève, puis ça va falloir vraiment passer à la présentation au niveau fédéral. Très court, Audrey-Jeanne, en fait. Puis pour le réseau de la santé et des services sociaux, c'est des partenaires tout aussi importants là, pour le réseau de la santé et des services sociaux. Là, les organismes communautaires, familles, même chose. Là, ils ont tout autant leur place que les services de garde éducatifs à l'enfance. On ne les oublie pas et ils ne se font pas oublier. Non, tout à fait. Mais en effet, c'est quand même important, je pense, de s'en souvenir parce que Absolument. ils ont quand même un plus petit poids, je pense, des fois, fait qu'il faut en effet pas les oublier. Un gros merci à vous trois encore une fois. Puis